J'ai grandi, on a tous grandi, avec des représentations de dinosaures, des réalistes, des moins réalistes, des qui ont pas mal changé depuis. Bref, même si le sujet nous intéresse pas, on a tous une idée d'à quoi ressemble un dinosaure. Et c'est ironique parce qu'à moins d'inventer une machine à voyager dans le temps, si on exclut les oiseaux modernes, on pourra jamais savoir à quoi il ressemblait. Pourtant, on sait tous. Ça, tout le monde peut dire au premier coup que c'est un tyrannosaure. Ça, c'est un diplodocus. Là, c'est Gérard Larcher. On sait tous. Alors qu'on peut pas savoir. Du coup, à force, ça pose des questions. On en voit partout depuis plus d'un siècle. On en fait des métiers, des musées, des livres, des jouets, des films, des séries, des parcs d'attractions. Ça rapporte des milliards tous les ans. Alors, tout ça sur l'image d'animaux qu'on ne peut qu'imaginer. En plus, à Skip, maintenant, c'est des oiseaux. Mais on va pas mettre la paille avant les bœufs de la charité. Avant de discuter de leur existence réelle, je pense qu'on a d'abord besoin de comprendre comment ces animaux fantastiques ont envahi notre imaginaire. J'ai vu Jurassic Park quand j'avais 5 ans. Et comme énormément de gamins de mon âge à l'époque, les dinosaures sont devenus le truc le plus important de ma vie. Genre les jouets, les bouquins. À chaque fois qu'il y avait un film ou une série qui parlait de dinosaures, fallait que je le voie. Il y a même une fois où j'ai maté Jurassic Park sur Canal en crypté. On se faisait vraiment chier avant Internet quand même. Un truc effectivement vrai, c'est qu'on découvre les premiers dinosaures au début du 19e siècle. Par premier, j'entends que c'est là qu'on leur donne ce nom. La première fois que quelqu'un se retrouve vraiment devant un fossile en se disant que c'est peut-être un animal inconnu et pas juste un dragon, un éléphant ou un géant, c'est en 1824, quand le révérend William Buckland, un théologien et géologue britannique, nomme le mégalosaure. Mais faudra encore attendre 20 ans pour voir le mot dinosaure apparaître. Le mot dinosaure, justement, c'est lézard terriblement grand. C'est des animaux dont les dimensions, elles étaient à faire pâlir ce qu'on appelait les pachydermes, puisque maintenant c'est un groupe d'animaux qui n'existe plus, mais en gros, voilà, les éléphants, les rhinocéros, tout ça, les gros mammifères. Donc typiquement, c'est ce qui se représentait, en fait, des versions reptiliennes des plus gros mammifères qu'on connaît. Et donc ça voulait dire avoir des membres qui étaient quand même assez rectilignes pour supporter le poids du corps. Avant ça, on avait juste l'idée que c'était deux gros lézards qui ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait. Faut vous dire que c'est une époque où on n'a pas idée que notre planète a des milliards d'années, et on est encore moins conscient du fait que certaines espèces animales ont tout simplement disparu de la surface de la Terre. Alors, au 19e siècle, l'histoire du monde, c'est plus ou moins celle de la Bible. Même pour les scientifiques. Alors forcément, tout ça, ça va attiser la curiosité des dits scientifiques, mais aussi des religieux. Parce que, imagine, tu te retrouves avec des éléments qui te permettent de mieux comprendre la création divine. Alors forcément, si t'es un homme de foi de l'époque, et j'insiste sur le mot homme, t'es grave hypé par la nouvelle, quoi. Et c'est aussi pour ça que le type qui a inventé le nom dinosaure, c'était un théologien. Alors c'est très majoritairement des hommes, mais c'est pas non plus que. Cette hype autour des fossiles, on peut aussi en grande partie l'attribuer à Mary Anning. Marie, en 1811, elle a 12 ans. Avec sa famille, ils ont l'habitude d'aller chercher des fossiles sur la plage, qu'elle revend comme des curiosités. Sauf qu'un jour, son frère trouve un fossile de crâne qu'il pense être un crocodile. Et il calcule pas plus que ça. Mais Marie, elle trouve ça chelou. Du coup, elle va revenir, elle va même taper dans ses économies pour engager des gens qui vont l'aider à sortir le crâne de la roche. Et elle a vu juste. C'est pas du tout un crocodile. C'est une espèce déjà trouvée ailleurs, mais jamais identifiée jusque-là. Un ichthyosaure. Elle va le revendre à un collectionneur et ça va la mettre bien. Ça va rembourser ce qu'elle a dépensé pour l'excavation. Et ça va aussi mettre sa famille à l'abri pendant quelques temps. Mais ça va aussi créer une demande. La Société des géologues britanniques va très vite s'y intéresser. Et ça va donner un paquet de taf à la petite Marie. Enfin, petite, ça va l'occuper pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de fossiles. Puis, plus du tout, à part des ammonites random. Au cours de ces 2 décennies de fouilles, elle va trouver des milliers de fossiles, mais on lui attribue surtout la découverte de plusieurs espèces jamais vues auparavant. Et c'est aussi elle qui va identifier pour la première fois des coprolites.
Les fientes de dinosaures? Certains l'appellent la mère de la paléontologie, et ses contributions à cette science qui n'existait même pas quand elle a commencé à déterrer des fossiles sont inestimables. Mais on est au 19e siècle, et Marie, c'est une femme, qui vient d'une famille pauvre en plus. Donc autant vous dire que tous les articles scientifiques qui seront publiés à propos de ces découvertes la créditeront pas du tout. Pire, une fois sa carrière de fossile tarie, elle a plus de rentrée d'argent. Littéralement, elle se retrouve sans le sou. Mais tous les scientifiques qu'elle a aidés là, c'est peut-être des mecs misogynes de l'époque victorienne. Ils ont peut-être voulu s'accaparer toute la gloire de ces découvertes, mais c'est pas complètement de gros bâtards non plus. Ils vont plaider auprès de l'association britannique pour l'avancée des sciences pour qu'elle touche une rente annuelle jusqu'à la fin de ses jours. C'est ouf de se dire que c'est vraiment une des premières femmes reconnues par la communauté scientifique européenne. Elle a potentiellement ouvert la voie pour toutes celles qui ont suivi. Mais toutes les histoires se finissent pas aussi bien. Alors, Marie, elle a contribué à déclencher une course aux fossiles qui va atteindre son pic 40 ans plus tard aux États-Unis. Alors, on est en pleine ruée vers l'or dans l'ouest nord-américain, et à force de creuser, on commence aussi à trouver des fossiles. Dans les années 1870, on a deux potes, Marsh et Cobb, qui vont se diriger vers l'ouest pour entreprendre leurs propres fouilles, avec l'argent de leurs parents. Au début, tout se passe bien. Ils déterrent des spécimens, la vraie camaraderie réelle scientifique. Sauf que, les gens ont de l'ego, peu importe le domaine. En plus, comme vous le savez, la hype autour des dinosaures est jamais vraiment redescendue. 200 ans plus tard, on est toujours dedans. Alors, quand il y a en plus l'occasion d'inscrire son nom dans l'histoire des sciences, tous les coups sont permis. Cobb va présenter un nouveau fossile, un élasmosaure, un reptile marin, en gros. Et le jour de l'inauguration du modèle, Marsh fait remarquer que son pote a mis la tête au bout de la queue. Cobb, il n'est pas d'accord et il va demander un arbitrage à un collègue, qui s'avère être son mentor qui va aller dans le sens de Marsh. L'ego va prendre cher. Le Cobb, là, il va essayer d'acheter tous les magazines où ont été publiés sa découverte, mais trop tard. Tout le monde sait qu'il a fait une erreur. Et à partir de là, ça va être n'importe quoi. Les deux sont en guerre ouverte et vont passer 20 ans à essayer de se passer devant. Quand l'un fait une découverte, l'autre en annonce une encore plus grosse juste derrière. Cobb va carrément acheter un magazine scientifique pour pouvoir publier ses recherches plus vite. Marsh, lui, il fait détruire les fossiles qu'il ne peut pas emporter pour empêcher son ancien pote Cobb de les découvrir. Ça va aller au point de finir dans un journal traditionnel, pas scientifique, où chacun témoigne pour cracher sur l'autre. Littéralement, un des premiers dramas de l'histoire. Les deux vont finir seuls, sans un sou, et vont mourir à 1 an d'écart dans leur somme. Ça vous donne une idée de la hype qu'il y a dès le début en fait. Dites-vous que le Muséum d'histoire naturelle de Londres, il a même été créé spécifiquement pour exposer des fossiles de dinosaures. Et le mec à l'origine de ce musée-là, Richard Owen, c'est aussi le bouc qui a inventé le terme dinosaure. Et 2 siècles plus tard, ils sont partout. On en parle beaucoup parce que c'est à la mode, mais du coup, après, on continue à beaucoup rechercher, à publier dessus, justement parce que c'est à la mode, et comme on continue de beaucoup écrire, ça reste à la mode, etc., etc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en 200 ans, leurs représentations aussi ont changé de ouf. Les scientifiques avancent avec leurs connaissances, et les artistes, du coup, ils ont leur vision. Certains artistes sont restés très proches des savoirs de leur temps. Donc leurs œuvres vont, entre guillemets, servir de marqueurs temporels. Certains artistes vont avoir, eux, entre guillemets, du retard, parce qu'ils vont se baser soit sur des textes scientifiques qui étaient, en fait, malheureusement, antérieurs à l'époque à laquelle ils ont produit leur création. Et enfin, la troisième et dernière catégorie, c'est des artistes qui, eux, pour le coup, ont fait preuve d'anticipation même, par rapport du coup aux découvertes scientifiques, puisque par exemple on a des représentations de dinosaures qui vont avoir un certain dynamisme au début du XXe siècle, à un moment où ça ne fait
clairement pas consensus. Hein. L'évolution des méthodes de reconstitution, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler d'un de mes livres préférés de la vie, All Yesterdays. C'est le projet de Darren Naish, un chercheur britannique, et de Cevdet Kusman, un artiste turc. L'idée de base, c'est qu'on s'inspire pas assez d'animaux vivants pour représenter les dinosaures. On fait toujours des reconstitutions où la peau est limite tendue sur les os, sans penser à des trucs du vivant, genre le gras ou les embellissements pour les parades nuptiales. Du coup, dans le bouquin, ils ont aussi pris le parti de représenter des animaux modernes de la manière dont on dessinait les dinosaures. Je vous en présente 3, vous avez 5 secondes pour deviner ce que c'est à chaque fois. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'à moins d'avoir une machine à voyager dans le temps, on saura jamais à quoi ressemblaient ces animaux. Donc oui, on a énormément appris en 200 ans. Il y a 200 ans, on savait pas ce qu'était un cancer, on savait même pas ce qu'était un virus. Et les médecins étaient outrés quand on leur demandait de se laver les mains avant d'opérer quelqu'un. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'avec tout ce qu'on sait, et le savoir accumulé depuis 2 siècles, en grand 2026, comme disent les kids, il y a des gens qui croient pas. Mais j'ai une collègue qui a été confrontée à devoir faire une visite pour une école. Ils sont venus demander une visite dans le musée, pas dans une perspective d'ouverture, mais c'était simplement pour leur dire regardez ce qui est faux que pensent d'autres gens. Et ça, ma collègue, elle a vécu frontalement en fait ces mots-là en fait en amont. Et c'est-à-dire que même à un moment, elle aura dans la visite, elle a posé, alors que ça faisait un petit moment qu'elle avait commencé à faire la visite, elle leur avait posé la question est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ? Et les enfants donc lui ont tous répondu non, on sait que vous ne dites pas la vérité, quoi. Wow. J'ai passé du temps, beaucoup de temps, trop de temps à mater des vidéos où des gens disent qu'il y aura un complot pour nous faire croire que les dinosaures existent. Mais le problème d'une vidéo, c'est que c'est pas interactif. Là, tout de suite, vous avez mon opinion, le résultat de mes recherches, mais vous pouvez pas vraiment savoir comment j'ai taffé pour en arriver là. Et c'est la même chose pour tout ce monde-là. Du coup, à force de mater des vidéos sur Facebook, j'ai fini par contacter un des créateurs que je voyais revenir le plus souvent. Et le mec me répond super vite, il est intéressé. Banco, la caravane, on bloque un jour pour une interview. Je le relance dans la semaine pour confirmer. Pas de réponse. Le jour J, à l'heure H, je me connecte, j'attends et... personne. On m'a posé un lapin. Pas grave, je vais contacter tout le monde, hein. Bon, ok, pas tout le monde. Il y en a, quand tu cherches un peu, tu découvres qu'ils ont des histoires un peu cheloues. Mais j'ai envoyé des DM dans tous les sens. Et pas de réponse. Je les comprends, les gars. Pendant des années, il y a eu tout un tas de créateurs qui, sous couverture de debunk ou de rétablir la vérité, ont créé toute leur personnalité autour du fait de se moquer de ces gens, en fait. Forcément, tu vois un book que tu connais pas dire qu'il veut que tu lui parles de tes idées pour une vidéo YouTube, tu te méfies. J'avais jamais eu à interviewer des gens qui voulaient pas être interviewés avant. Du coup, j'ai dû improviser. Certains ont fini par me répondre, mais c'était juste pour m'envoyer d'autres vidéos conspi, et c'est marre. Du coup, j'ai tenté autre chose. J'ai menti. J'ai dit que moi aussi j'étais conspi et que je voulais en apprendre plus. Je sais, c'est pas cool, mais pour le coup, le but c'est juste d'échanger. Je me suis présenté comme un Français qui veut juste en apprendre plus, sauf que dans mon vilain pays daté, c'est super dur de trouver des ressources. Encore une fois, on m'a envoyé des vidéos et sans plus. J'avoue que j'arrivais à court d'idées, et puis, un après-midi, j'ai enfin eu une réponse. Lui, on va l'appeler Roger. Il a 69 ans, il vit seul et est très actif dans plusieurs groupes créationnistes sur Facebook. Il m'a demandé ce que je voulais et quand je lui ai expliqué, il a accepté de répondre à mes questions. Il m'a même filé des ressources, mais en m'expliquant que je devais quand même faire mes propres recherches et pas juste prendre pour argent comptant ce que j'entendrais dans ses vidéos. Et j'ai maté toutes les vidéos qu'il m'a envoyées. Roger, il a l'air plutôt terre à terre, il remet tout en question, même ses sources conspi. Il est ouvert à la discussion avec des gens qui n'y croient pas tant que ça, tant qu'on reste poli. Il arrive toujours à présenter ses raisonnements d'une manière qui a l'air sensée, tout en rappelant de faire tes propres recherches. Franchement,
franchement, ça donnerait presque envie de se poser des questions, quoi. En fait, il croit pas vraiment aux trucs trop extravagants, genre, pour lui, les platistes, les gens qui croient que la Terre elle est plate, là, c'est un peu des oiseaux qui sont pas assez rigoureux pour faire leurs recherches. Et il a même trouvé ça important de me prévenir de son orientation politique dès le début. Au fait, je suis enregistrée comme voteur indépendant, affilié à aucun parti. Je suis un conservateur et je suis chrétien créationniste du courant de la Terre jeune. Juste pour que tu saches à qui tu parles. J'ai voté Trump 3 fois parce que c'était le moindre de 2 mots, mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait ou dit. C'est une information qui nous servira plus tard. Alors par contre, je vais devoir être honnête, Roger, lui, il pense pas que les dinosaures c'est un complot. À vrai dire, je suis pas convaincu que la plupart des créateurs qui font des vidéos sur le sujet y croient vraiment. C'est en grande majorité des gens qui balancent plusieurs vidéos par jour sur tous les sujets conspi qui buzzent un peu. Et la majorité de leurs commentaires, c'est des gens qui essaient de prouver qu'ils ont tort. Alerte divulgachage, la MIF, mais tout ce que vous faites, c'est leur donner du gaz en fait. Mais du coup, pourquoi je vous parle de Roger s'il pense pas que les dinosaures sont un complot et qu'il est plutôt censé ? Eh ben, parce que comme beaucoup d'autres, pour lui, il y a effectivement des complots autour des dinosaures, mais pour nous éloigner du message de Dieu. Mais ça aussi, on en reparlera plus tard. Et des gens à fond dans ces histoires de complots autour des dinosaures, en vrai, il y en a quand même beaucoup, hein. Non seulement les dinosaures sont un mensonge, mais le système éducatif a été acheté par les Rockefeller et l'arrière-grand-père de Bill Gates en 1902. Ces gens continuent de défendre le conte de fées des dinosaures comme des squelettes en plastique, des fossiles manquants et une histoire construite par l'argent, sans preuve. C'est l'heure de se réveiller. Faut que je vous avoue un truc. Je suis longtemps resté sur Facebook parce que j'étais dans des groupes que je trouvais marrants à l'époque. Genre Nurshi de même décentralisé ou Nurshi de Konoha. Et un de ces groupes, c'était Christians Against Dinosaurs, ou CAD pour les initiés, donc les chrétiens contre les dinosaures. Et c'était grave gaulerie, hein. Il y avait plein de posts archi chelous. Mais le souci avec ce genre de groupe, et c'est le cas pour énormément de groupes, c'est que ça a commencé à être noyauté par des gens qui voulaient prouver aux membres du groupe qu'ils avaient tort. Et par-dessus ça, se sont rajoutés des trolls qui étaient là pour faire rager les débunkers de l'extrême en postant des trucs de plus en plus débiles. Chers chrétiens, en 2015, des agents de Big Paléo ont essayé de faire sortir ma voiture de la route. Elle a été complètement détruite. À cause de cette campagne de violence ciblée, j'ai été accueillie dans le programme de protection des témoins du CAD. Mais est-ce que tous ces gens sont ne serait-ce qu'un chouille proche de la réalité ? Est-ce que les dinosaures existent ? Oui. Mais pourquoi on nous mentirait du coup ? Pourquoi dépenser des millions dans des trucs faux et fantasques ? Pourquoi créer des domaines entiers de la science dédiés à des carabistouilles ? Il y a autant de complotistes que de variantes de théories du complot. Même sur le sujet des dinosaures, là, dans les vidéos, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent parce que c'est des fermes à contenu. Et avec l'IA générative, c'est encore plus le sbeul. Mais les chercheurs de vérité, eux, ils ont tous des hypothèses et des résultats différents. Les dragons, les géants et les monstres marins ont été décrits pendant des milliers d'années. Mais on est censé croire à l'industrie des dinosaures, qui est apparue au 19e siècle, pile quand l'évolution avait besoin d'un coup de com'. Le phénomène des dinosaures n'est pas qu'une simple erreur scientifique, mais un complot délibéré et systématique, perpétué par de puissantes institutions telles que le musée Smithsonian, les réseaux maçonniques et l'institution scientifique. En revanche, ils et elles ont tous un point commun. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, hein. Ils ont un autre point commun. For the last 200 years, Christians have been extremely confused about where dinosaurs fit into the Bible. God did create dinosaurs on the sixth day. They're not millions and millions of years older. Si vous étiez un nerd anglophone de plus de 20 ans sur Internet en 2015, il y a de grandes chances que vous ayez au moins vu des extraits de ça. Natural law hasn't changed. As I talked about, I said we have the laws of logic, the uniformity of nature, and that only makes sense within a biblical worldview anyway, of a creator God who set up those laws, and that's why we can do good experimental science, because we assume those laws are true, and they'll be true tomorrow. Ça, c'est un débat qui a été organisé entre Ken Ham et Bill Nye.
Bill Nighy, c'est un vulgarisateur scientifique super connu aux États-Unis depuis les années 1990. Et Ken Ham, pour la faire courte, c'est un fondamentaliste chrétien d'un courant particulier. En gros, il fait partie d'un groupe de gens qui prennent la Bible au premier degré et qui pensent que la Terre a 6000 ans. Pas 6000 ans. On est plus sur 8000 en se basant sur la généalogie dans les anciens textes, plutôt que les textes masorétiques corrompus que nos Bibles modernes utilisent comme référence pour leur traduction. 8000 ans, pardon. Sauf que Ken, il a plein de thunes, donc il a aussi un musée de la création, où on peut voir des trucs intéressants comme une reconstitution à l'échelle 1:1 de l'Arche de Noé, une exposition sur le déluge ou des présentations anti-avortement, mais aussi des dinosaures vivant aux côtés d'êtres humains. Pour Ken Ham et les créationnistes en général, la Bible est à prendre au premier degré, donc Dieu aurait créé les animaux et les humains les 5e et 6e jours de la création, et tout le monde vivait ensemble et en même temps. C'est juste que les dinosaures auraient pas survécu au déluge. Mais le créationnisme, c'est quoi en fait? C'est un effort qui est fait par certains groupes religieux pour imposer un récit alternatif au récit scientifique dans un but bien précis qui est de lutter contre la sécularisation de la société. Alors cette dame, c'est Cléo Schweyer et elle m'a énormément aidé pour cette vidéo. Mais je vais peut-être la laisser se présenter elle-même, ça sera plus simple. Je suis journaliste scientifique et si Dave m'a invité aujourd'hui, c'est parce que je suis en train de terminer une thèse de doctorat en sciences de l'information-communication et je travaille sur la médiation des sciences dans les contextes chrétiens. Mais je comprends pas un truc. Pendant des siècles, en Occident, la norme a été de partir du principe que la Bible était un récit historique. C'est littéralement le texte qui remontait le plus loin qu'on avait à disposition. Même pendant la course aux fossiles du 19e siècle, on utilise les découvertes faites pour mieux comprendre le travail de Dieu. Alors pourquoi, soudain, en faire un mouvement à part ? Eh ben, on va rester encore un peu au 19e siècle. Plus précisément en 1859, moment où un certain Charles publie un petit livre, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Ou comme on l'appelle très vite parce que c'est un peu chiant à dire en entier, l'origine des espèces. Darwin, hein, je parle de Charles Darwin. Et son bouquin, il étaye une idée qui commençait déjà à se frayer un chemin dans la communauté scientifique. Les animaux peuvent changer de génération en génération pour s'adapter à leur environnement. Je rappelle que ça arrive à une époque où la norme en Occident, c'est que Dieu a créé le vivant tel qu'il est, et ça n'a jamais bougé. Éventuellement, il pouvait créer de nouvelles espèces de temps en temps, d'où le fait qu'on retrouvait des fossiles d'animaux disparus, ou des animaux totalement différents de ce qu'on connaissait jusqu'alors, genre les marsupiaux d'Australie. Mais proposer qu'ils puissent se développer en dehors du giron divin, ça va contre le fondement même des croyances de l'époque. Et quid de l'être humain, du coup ? On est censé être fait à l'image de Dieu. Si nous aussi, on peut changer sans intervention divine, est-ce qu'on dépend vraiment tant que ça de notre Créateur ? Est-ce qu'il nous a vraiment créé lui-même, en fait ? Si Darwin n'est pas le premier à formaliser l'idée d'évolution des espèces, il est le premier à la populariser auprès du grand public. Et ça va créer de la réactance. Au fur et à mesure que ces idées sont de plus en plus acceptées et imprègnent le savoir commun, les réactions d'opposition vont se faire de plus en plus énervées. Et quand, au début du XXe siècle, cette maudite théorie de l'évolution commence à être enseignée dans les écoles des États-Unis, c'en est trop. Faut se dire qu'à la fin du 19e, il y a moins de 10% des gamins états-uniens qui vont à l'école. Entre 1900 et 1940, ça va monter à 60%. Presque les 2/3 des enfants du pays vont être éduqués avec des histoires qui nieraient la Bible. C'est pas possible. Alors, en 1910, un certain Lyman Stewart va commencer à publier une série de pamphlets religieux sous le petit nom de « Les fondamentaux », un témoignage de la vérité. L'idée, c'est de revenir aux fondamentaux de la Bible. Mais il va pas s'arrêter à ces pamphlets, Lyman, avec l'aide de son frère Milton, ils vont aussi financer tout un tas de petits groupes et investir un paquet de pognon dans des institutions chrétiennes, des groupes de missionnaires et tout un tas d'autres petits groupes religieux pour les aider à répandre sa vision du christianisme. Une vision, ma foi, assez fondamentale des écrits bibliques, qui s'appelle le fondamentalisme. Si aujourd'hui ça désigne une manière de pratiquer la religion de façon plutôt zélée, à la base c'est vraiment le nom de ce mouvement. Et Lyman, il peut se permettre tout ça parce qu'il est
pété de thunes, en fait. Truc que j'ai pas précisé, c'est que c'est un mania du pétrole. Et il utilise l'argent qui se fait pour tenter de ramener le pays vers la vraie foi. Enfin, selon lui, le lien entre les mecs friqués et le fondamentalisme religieux aussi, on va en parler plus tard. Un truc intéressant sur les États-Unis, c'est qu'avant les années 1980, il n'y avait pas encore de ministère de l'éducation. Les programmes scolaires et tout ça, c'était géré localement. Du coup, localement, des parents fondamentalistes vont être encouragés à faire pression sur les profs et le personnel éducatif pour les forcer à arrêter d'enseigner l'évolution à leurs enfants. Et ça va marcher. Plusieurs États du sud des États-Unis vont interdire l'enseignement de la théorie de l'évolution et imposer le récit de la création biblique à la place. Il y a bien des profs qui vont tenter de se rebeller, comme John Scopes par exemple. Le procès de John Scopes en 1925, cet enseignant du Tennessee qui enseignait l'évolution dans son école, qui a été traîné devant les tribunaux, qui a perdu. Et ça, si tu veux, ça marque le démarrage, alors à la fois d'une prise de conscience et d'une opposition au créationnisme dans les écoles, mais à la fois aussi d'un activisme qui passe également par les tribunaux, par les voies légales. Et vous voulez savoir le plus marrant ? Le Scopes, là, il a probablement jamais enseigné la théorie de l'évolution en classe dans cette période. C'est l'ACLU, une association de défense de la liberté d'expression, qui a monté une opération pour qu'il y ait un procès qui permettrait d'annuler la loi qui interdit l'enseignement de l'évolution dans les écoles. Ils ont cherché des volontaires qui accepteraient de se faire arrêter pour cette affaire, et Scopes, il a accepté. Ce bail, c'est un happening qui a mal tourné. Il n'y aura pas d'autres condamnations de profs, mais ça va suffire à calmer tout le monde pendant presque 40 ans. Ouais, faudra attendre les années 1960 pour que la théorie de l'évolution fasse son retour dans les classes de SVT du sud des États-Unis. Mais c'est pas fini, hein. Début des années 2000, le créationnisme arrive à revenir dans les classes de certains États, toujours du sud. Mais sous un autre nom, l'Intelligent Design. Cette fois, ok, les animaux peuvent évoluer, mais sous la direction de Dieu. Et ce retour, on le doit à un seul homme, Ronald Reagan. Pour se faire élire, il va miser sur les chrétiens évangéliques, chez qui on retrouve aussi les créationnistes justement. Parce que le Reagan, il a basé toute sa campagne sur la nostalgie d'une Amérique d'antan. Une Amérique qui était grande. Make America great again. Et l'Amérique d'antan, elle était chrétienne. Ronald, du coup, il veut revenir à ses fondamentaux. En faisant ça, il a laissé entrer les loups dans la bergerie. Et 20 ans plus tard, les conséquences sont là. Mais bien évidemment, ça, c'est pas arrêté là. La situation est même encore plus compliquée aujourd'hui. Et ça, on le doit encore une fois à un mec dont la volonté est de Make America great again. Donald Trump aussi a voulu avoir les évangéliques de son côté, sauf qu'il les a beaucoup plus intégrés à sa politique que Reagan. Par exemple, pendant son premier mandat, il y avait carrément des sessions d'études bibliques pour les membres de son cabinet à la Maison-Blanche, sous la supervision de Ralph Drollinger, un ancien joueur de basket pro devenu pasteur évangélique. Il a monté toute une organisation dont le seul but est de guider spirituellement des dirigeants politiques. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que la plupart des créationnistes que j'ai vu passer, et même Roger à qui j'ai parlé, avaient pour point commun d'être pro-Trump. Eh ben, c'est pas un hasard. Le projet de l'administration Trump s'impose y compris aux gens qui n'ont pas voté pour et qui n'y croient pas. Et il s'impose y compris à l'intérieur des églises. Il faut jamais oublier que les croyants libéraux sont les premières victimes, entre guillemets, de cette prise de pouvoir autoritaire, en fait. Mais qu'est-ce qui différencie un créationniste classique, genre Ken Ham, d'un Roger ? Les bases de leurs croyances sont les mêmes, qu'on les partage ou non, mais les conclusions vont dans des directions radicalement opposées. Enfin, au premier abord en tout cas. Il y a plusieurs études qui ont été menées, par exemple, sur les réactions anti-vaccins ou anti-politique de santé au moment du Covid en 2020-21, qui ont montré que les personnes qui sont engagées dans un fondamentalisme chrétien ont de fortes chances d'être également adhérentes à des récits de complot autour du Covid. J'insiste bien sur le fondamentalisme, tu vois, donc soit les fondamentalistes protestants, soit les intégralistes catholiques, soit les salafistes. Donc si tu es engagé dans un fondamentalisme religieux, tu as plus de chances d'adhérer à une pensée conspiratoire ou à un récit de complot, ce qui n'est pas le cas
dans les mêmes études, hein, des personnes concernées par l'étude qui sont croyantes, même très pratiquantes tout court. C'est vraiment la dimension fondamentaliste en fait là qui est importante. Mais il y a quand même une différence. C'est pas juste de la foi. Roger et les autres, ils pensent pas juste que les scientifiques se trompent. Non, pour eux, il y a une volonté de nous mentir, de nous cacher la vérité. Mais avant de continuer, je pense qu'on a besoin de poser une autre définition. C'est quoi une théorie du complot ? Vaste question. Je te propose de commencer par, c'est quoi un complot ? Un complot, c'est quand un groupe de personnes vont en secret chercher à manipuler, tromper, mentir pour causer du tort à soit un autre groupe de personnes, soit une personne. Ça peut être tuer quelqu'un, ça peut être mentir, etc. Ça, c'est un complot. Les complots, ça existe. Il y en a. La CIA en a fait pas mal. Donc les complots, ça existe. Ça, c'est un truc très important. Une théorie du complot, en gros, c'est un mode explicatif d'un événement à travers le complot. La théorie du complot, c'est, j'estime que le modèle explicatif de Charlie Hebdo, par exemple, c'est que c'est un complot du Mossad ou de François Hollande, etc., pour faire cet acte. Donc, une théorie du complot, c'est, je pars du principe que cet événement-là s'explique par un complot. Après, on dirait que c'est quand même très anglo-saxon comme problème. La plupart des groupes que j'ai trouvés sont anglophones. La plupart des grandes figures de ces mouvements aussi, que ce soit Ken Ham, justement, ou encore Ralph Drollinger, le mec de la Maison Blanche, là. Mais dans la francophonie, c'est plus dur de trouver du monde. Même en politique, notre extrême droite va utiliser le christianisme comme opposition à l'islam. Mais c'est pas un truc dont ils et elles se revendiquent vraiment. Du moins, pas publiquement. Est-ce qu'on est immunisé du coup ? Ou est-ce que c'est un truc qui existe aussi, mais travaille dans l'ombre comme les fondamentalistes ricains du début du XXe siècle ? Et du coup, c'est moi qui commence à parler de complot maintenant. Alors, Dieu, la science, l'épreuve, c'est un livre qui est sorti en 2021, en octobre 2021, et qui a été le succès de librairie de Noël 2021 que personne n'attendait. Et c'est un livre dont la prétention est de dire que la science contemporaine, notamment toute la science autour de l'origine de l'univers, la cosmologie, l'astrophysique, etc., prouve l'existence de Dieu. Et c'est un livre qui a énormément fait parler. Déjà parce qu'encore une fois, ça a été un vrai succès de librairie. Enfin, on parle de plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. À date, donc on est en 2026, là on est début 2026, à date, le livre revendique 700 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme. Et les deux auteurs du livre sont Michel-Yves Bolloré, qui est le frère de Vincent Bolloré, qui a une formation d'ingénieur, et Olivier Bonassiès, qui est également ingénieur de formation, mais qui aujourd'hui se consacre professionnellement à l'évangélisation. On a un livre qui est publié chez un tout petit éditeur, mais avec une machine promotionnelle qui est celle du groupe Vivendi, donc des 4x3 dans le métro, de la publicité de partout, des interviews à la télé, etc. Donc forcément, d'un seul coup, ça sort de la marginalité et ça rentre dans le mainstream. Alors, pouce 2 secondes, c'est le Dave du montage et j'ai une petite mise à jour à faire. Dieu, la science, l'épreuve, c'est un bouquin qui est sorti il y a 5 ans. Mais le 15 février 2026, la chaîne YouTube du média Legend, qui compte presque 3,5 millions d'abonnés, a reçu une interview pour la promo du bouquin, donc le frère Bolloré et son pote Bonassiès. On va recevoir 2 personnes qui ont écrit un livre qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Ils veulent montrer l'existence de Dieu par l'épreuve qu'aurait pu apporter la science. Sous couvert de parler de l'existence ou non du Dieu chrétien et des preuves qu'ils auraient, c'est surtout la promo de leur bouquin et du fondamentalisme qu'ils viennent faire là. Au moment où j'enregistre cette voix off, la vidéo a 10 jours et 1,2 million de vues. C'est pas du tout anecdotique cette histoire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On retourne à la vidéo maintenant. Mais contrairement aux États-Unis ou l'Australie, c'est pas juste le fait de l'évangélisme, ni même du christianisme ici. Il y a aussi un créationnisme musulman. Pour les moins jeunes d'entre nous, vous vous rappelez peut-être de cette histoire d'Atlas de la création qui avait été envoyée à tout un tas d'écoles en France. Ça avait occupé les infos pendant un petit temps, il y a 19 ans. Cette histoire, elle avait fait scandale à l'époque, Pensez-vous, le créationnisme, l'obscurantisme religieux aux portes de nos écoles.
Et en plus, c'est porté par un musulman, un mec du nom d'Harun Yahya, de son vrai nom Adnan Oktar, un télévangéliste turc. Et je dis bien télévangéliste, hein, c'est pas un imam random, il était à la tête d'une secte qu'il a fondée dans les années 1980 et il a été condamné, il y a 4 ans, à 8600 ans de prison pour tout un tas de crimes sordides, dont des agressions sexuelles sur des mineurs. Mais on a aussi des créationnistes cathos bien de chez nous. Et même si ça reste marginal parce qu'on a une longue tradition séculaire, ça n'empêche pas la dinguerie occasionnelle. Au fond de chaque femme, il y a je pense, le désir de donner la vie. Et donc avorter, c'est contraire à la mission de la femme. La mission de la femme. Mais le truc que j'ai surtout appris au fil de mes recherches, c'est que le créationnisme est fondamentalement complotiste. C'est un mouvement qui a été fondé sur l'idée que les évolutionnistes voudraient éloigner les gens de Dieu, les couper du message biblique et, in fine, sans le savoir, feraient le travail de Satan. Mais mettez qu'un de vos proches tombe là-dedans, ou vous tombez sur quelqu'un qui s'est enfoncé vraiment trop loin dans le terrier du lapin complotiste. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait ? Est-ce que on peut faire quoi que ce soit même ? Je sais qu'il y a toute une partie de contenu dit scientifique sur le YouTube francophone qui ont uniquement pour but de démonter ce genre d'idées. Alors en vrai, on va pas se mentir, le but principal, c'est souvent de se moquer. Et c'est facile en soi, on prend quelqu'un qui a l'air de croire en des trucs un peu chelous, qui se débunk facilement en plus, ça fait du contenu facile et on ressort en se sentant plus intelligent. Mais il y a un truc qui me gêne avec ce genre de truc en fait. Alors c'est bien de dénoncer les idées complotistes, c'est important, mais se moquer des gens, je suis pas sûr que ça aide des masses. Donc le debunking en soi est utile, je pense, d'un point de vue social, d'un point de vue de société. C'est pas forcément ce qui va... Ça peut fonctionner, mais ça peut pas... c'est pas une recette miracle. Voilà. Mais c'est pas ça qui va faire changer d'avis un complotiste. Surtout un complotiste qui est un peu tombé dans le rabbit hole, donc de la spirale, où là c'est très compliqué parce que en fait la structure de la pensée complotiste en fait est auto-validante. Si toi t'es contre moi, tu fais partie du complot. Déjà, j'aimerais comprendre comment et pourquoi des gens en viennent à croire qu'on vit tous dans un mensonge organisé et que eux ont réussi à découvrir la vérité quand nous tous continuerions de vivre dans une illusion. Donald Trump actually is a time traveler, and they say he pulled it off with the help of Nikola Tesla. C'est compliqué en fait. C'est pas juste que les gens auraient un biais de Munchausen et qu'il suffirait de leur montrer la vérité scientifique véritable pour qu'ils reviennent comme par magie à la raison. Par exemple, j'ai demandé à Roger comment il était arrivé là. J'étais athée les 2 premiers tiers de ma vie. Je croyais à l'univers qui a des milliards d'années. L'évolution, les trucs qu'on m'a appris à l'école. Un jour, un ami chrétien m'a mis au défi de prouver ce que je croyais. Du coup, j'ai commencé à lire des publications scientifiques. Et je n'ai trouvé aucune preuve. C'était plein de jargon, mais leurs conclusions n'étaient jamais prouvées par les données présentes dans les papiers. Je suis passée de croire à la science à croire à la Bible. Mais en continuant de papoter, son discours a commencé à changer. Quand l'économie s'est effondrée, j'ai perdu mon travail dans le bâtiment. Ma fille, qui a été élevée par sa grand-mère et sa mère gauchiste, ne me parle plus. Toutes les discussions avec elle finissent en engueulade. Mon fils, par contre, qui pourtant penchait plutôt vers le communisme à la fac, pouvait se poser et discuter de nos visions du monde de manière civile. On était d'accord ou pas, mais on s'aimait. Malheureusement, il a déménagé dans l'État de Washington et s'est retrouvé impliqué avec des antifas. Et je l'ai perdu à cause d'une overdose d'héroïne. Et dans les faits, c'est dramatique. Le mec était déjà seul, mais en plus, il a perdu son fils qui avait quitté le domicile familial pour étudier à la fac, dans un contexte où le président Donald Trump stigmatisait justement les universités qui laveraient le cerveau de vos enfants pour les rendre communistes. Il a juste sombré en fait. C'est pas juste qu'ils n'avaient pas les outils pour savoir reconnaître de fausses informations. C'est qu'il a petit à petit glissé dedans à un moment de sa vie où il était isolé, seul dans son taf. Et une fois qu'on est dedans, c'est pas aussi simple que ça d'en sortir. En fait, discuter avec lui, ça m'a beaucoup fait penser à la série de reportages de Max Lelhomme, High School Radical. On y suit Max, donc, qui avait fait une série de vlogs sur l'année qu'il avait passée dans un lycée aux États-Unis en 2015. Et là, il revient, 10 ans plus tard, pour voir ce qui a changé. Et force est de constater qu'à l'image du pays tout entier, son entourage aussi était divisé. Là, c'était autour de l'élection de Donald Trump, mais
comme Roger en fait. C'est beaucoup de gens du père qui ont l'impression de ne pas avoir le choix et qui se sont tournés vers la seule option qui ne correspondait pas aux politiciens qui, pour eux, les foutent dans la demeure depuis des décennies. Bon, ils ignorent aussi le premier mandat de Trump et toutes les dingueries qui sont venues avec, parce que leur priorité, c'est eux-mêmes, et ça s'excuse pas. Mais leurs proches aussi excusent pas forcément non plus. Roger, sa fille, le seul enfant qui lui reste, lui parle plus par exemple. Dire que t'es complotiste, c'est pas tout repos quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas ramener ça sur tous les sujets, dans toutes tes conversations, des gens vont se lasser, vont se barrer. Donc toi, au bout de 20 ans par exemple, t'as plus vraiment d'amis, t'as plus de liens sociaux. Ce qui accélère la pensée complotiste, parce que l'isolation sociale, c'est un facteur accélérant. Admettre que tu t'es trompé, c'est en gros tout ça pour ça quoi. Donc oui, ça joue beaucoup. Déjà cognitivement, le cerveau est très très doué pour pas changer d'avis. Socialement, t'as tout à perdre en fait. Parce que imagine par exemple, t'es avec des gens complotistes et toi tu commences à te remettre en question. Non seulement t'as perdu tes amis d'avant, mais tu vas perdre tes amis d'aujourd'hui qui sont complotistes. Rationnellement, limite, c'est pas intéressant de pas être complotiste à ce moment-là. Et il y aura toujours des arguments pour y rester. Il y aura toujours une raison de ne pas croire à la science. Roger, par exemple, il utilise toujours l'expression demi-vérité. La version officielle comporte du vrai, juste assez pour être crédible et ensuite nous vendre un mensonge. Mensonge qu'on arrive à discerner uniquement si, dans son cas, on se tourne vers les écrits bibliques en langue originale. Les textes antiques sont disponibles en ligne avec leur traduction. Je les cherche sur Google après avoir regardé des vidéos et je prends des notes. Il joue beaucoup sur le doute. Les scientifiques ne savent pas tout. Ou alors on va te dire c'est la théorie de l'évolution ou c'est la théorie du genre. Donc ça veut dire que ce n'est pas sûr. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Il y a des choses que les scientifiques eux-mêmes ne savent pas. Ou alors on a trouvé un article qui prouve le contraire. Ou tu vois, et donc ils vont entretenir comme ça une petite musique qui met du doute là où en fait en réalité il y en a pas. Et tout ça, c'est entretenu par tout un tas de monde justement. Alors, on a parlé du frère de Vincent Bolloré tout à l'heure. C'est pas le seul. On a rapidement mentionné Pierre Stérin, un milliardaire catholique intégriste comme on en a plein. Lui, il a monté un petit truc qui s'appelle le projet Périclès. Grosso merdo, ça a établi un plan à long terme pour sauver la France. De quoi, me demanderez-vous ? Du wokisme, de l'immigration ou du socialisme. Périclès, en fait, c'est un sigle, ça veut dire patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes. Le problème quand tu détestes les artistes et les créatifs, c'est qu'il te reste que tes propres idées éclatées. Bref, le projet du Stérin, c'est d'utiliser son pognon pour acheter des médias, mettre en place des spectacles historiques, financer des candidats politiques et soutenir des entreprises privées avec pour but final de faire la France redevenir catholique, blanche et hétérosexuelle. Et ça, on le sait grâce à une enquête de Thomas Lemayeux pour le journal L'Humanité. Et il y avait exactement la même chose aux États-Unis avec le projet 2025, produit par la Heritage Foundation, un laboratoire d'idées conservateurs et surtout créationniste qui a soutenu l'élection de Donald Trump en 2024, mais aussi celle de Ronald Reagan 40 ans plus tôt. Beaucoup de politiciens ont intérêt à utiliser le complotisme pour avancer stratégiquement et avoir des gains politiques. On en connaît beaucoup en France aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi cette prise de conscience, comme la fake news. Trump a accéléré les choses en 2016, on s'est dit, ah oui d'accord, en fait, le complotisme peut avoir des impacts concrets sur la société. D'ailleurs, Roger non plus a pas 100% été honnête avec moi. Oui, il a coupé les ponts avec les rares personnes pas endoctrinées de son entourage, mais son discours de « j'étais athée et un jour j'ai vu la lumière », en fait, c'est typique des discours de conversion évangélique. Il a très certainement toujours vécu dans ce milieu et a jamais connu autre chose. Tout ça, c'est entretenu et encouragé, mais Roger lui-même, il fait partie de la machine en fait. À la différence des complotistes habituels, ceux qui croient qu'on est infiltré par des reptiliens ou que la Terre est creuse, les évangéliques, eux, ils ont pour mission de ramener un maximum de gens dans leur bail. Mais on tombe pas dans ces trucs-là uniquement parce que ce serait le projet politique d'un petit groupe de milliardaires intégristes qui agit dans l'ombre. Allez, faites pas semblant. On a tous une théorie du complot qui nous paraît un peu crédible, mais qu'on n'assume pas en public. Alors, faut bien montrer l'exemple, donc je vais me lancer. Pour moi, il y a un truc chelou derrière la mort de Lady Di en 1997. Là. Je sais pas, genre le contexte, la soudaineté du truc, la présence de Dodi Al-Fayed, l'histoire de course-poursuite avec les paparazzi, là.
Bon, en vrai, ça, je suis sûr que c'est à cause de ma mère. Genre, c'est le genre de truc dont, normalement, j'ai rien à foutre. Mais là, ça fait genre 3 décennies que ça me trotte dans la tête. Et, en fait, il y a quelques années, justement, je suis parti récupérer des cassettes chez la daronne, là. Et peu importe ce que dit l'étiquette, quand vous les regardez, c'est toujours un reportage sur l'accident. Ou sur le 11 septembre. Je suis sûr que je suis pas le seul. Genre toi, Anto, là. Genre, c'est quoi ta théorie du complot à toi ? Alors, en écoutant ton histoire, ça m'a rappelé un truc. Quand j'étais ado, j'étais chez mon oncle. J'y allais tous les étés et à chaque fois, il me mettait devant des docus. Et j'avais vu un docu sur la première fois que l'homme a marché sur la Lune. Et ça m'a mis des doutes. Donc, je crois que genre de 12 à 16 ans, j'avais des doutes sur est-ce que vraiment c'était pas du faux, du film et tout. Bon, c'est passé, mais tu vois, comme quoi, tu parlais de documentaire avec Diana et autres, et ça m'a mis le doute de ouf. Le pire, c'est que ce docu-là, c'est Arte qui a fait un faux docu. Ouais, non, mais... Et il y a plein de gens qui l'ont pris prom dog, dont toi quand t'étais ado, du coup. Ouais, c'est ça. Il y a adhérer quand même un grand mot, mais je comprends les gens qui ont des soupçons quant à la mort de Coluche. Qui se disent que ce ne serait peut-être pas un accident. Voilà. Pour moi, c'est le dossier Epstein. 6 millions de pages, des noms importants droppés, des trafics sexuels, etc. Il y a un truc. Que je ne crois pas forcément. Je pense surtout que c'est une bande de mascus qui essayent de faire la fête et qui se pensent être les rois du monde. C'est peut-être les sociétés secrètes qui font des choses un petit peu mystiques ou ésotériques et qui pensent dominer le monde, ce qui est le cas, mais pas parce qu'ils sont dans une société secrète, juste parce que c'est des mecs blancs privilégiés et riches. C'est pas non plus obligé d'être un complot mondial qui implique des forces obscures. Genre le mec qui racontait sur Reddit que ses parents lui avaient fait croire que la Finlande n'existait pas quand il était petit, là. Et d'autres gars ont commencé à y croire à cause de son poste. Ou encore plus teubé, les gens qui étaient persuadés qu'il restait un épisode de Stranger Things caché. C'était la même chose, hein. Et c'est pas non plus aidé par le fait que... les complots, ça existe en fait. Tous les coups d'État menés par la CIA, là, déjà. MKUltra, le projet où la CIA voulait mettre au point une drogue pour contrôler l'esprit des gens, voilà. Ou encore, les nombreuses tentatives de la Russie pour influencer les élections de plusieurs pays, comme la Roumanie, les États-Unis ou la France. Le fait qu'il se passe vraiment des bails dont on n'a pas toujours conscience, ça contribue énormément à semer le doute. Les demi-vérités, comme dirait Roger. Je dis pas que c'est ok de croire que tout est complot. Loin de là. Des fois, ça peut même avoir des conséquences dramatiques. Le quotidien britannique accuse les anti-vaccins de continuer à relayer de fausses informations sur les méfaits supposés des vaccins, alors que des gens continuent à mourir de la rougeole. Mais c'est pas en humiliant les gens que vous allez les aider, en fait. It's not my fault that you're so fucking stupid. Ce qui est important, c'est de comprendre en fait ce qui pousse les gens à croire en des choses qu'on peut considérer comme délirantes, au point de parfois se couper de leur entourage. C'est pas juste une histoire de biais, c'est pas juste parce qu'ils ont pas les outils épistémologiques pour discerner une vidéo chelou d'une méta-analyse sans conflit d'intérêt. Il y a des enjeux sociaux, politiques et économiques derrière la diffusion de théories du complot, et juste traiter les complotistes comme des teuteux incapables de réfléchir droit, c'est pas ça qui va les faire changer d'avis en fait, ou limiter la propagation de ces idées parfois dangereuses. Encore une fois, je dis pas qu'il faut faire des câlins au premier abruti qui pense que les juifs contrôlent les banques. Why the fuck are you a volunteer Nazi safety advocate is my question. Je dis juste que ça va au-delà du Pokédex des biais cognitifs. Bien sûr que ça peut arriver de convaincre quelqu'un en lui prouvant par A plus B qu'il ou elle a tort, mais soyons honnêtes, on fait surtout ça pour les gens qui sont déjà d'accord avec nous. Bon, par contre, c'est une vidéo sur les dinosaures à la base. Au fil de mes recherches, j'ai surtout trouvé des vidéos faites à la zob pour générer du clic, souvent avec de l'IA générative, histoire d'encore moins se fouler. Mais dans les discussions en commentaire et dans les différents groupes où j'ai fouiné, on est plus sur des discours autour de la réalité biblique des dinosaures. Pour la grande majorité des créationnistes et conspis, le fait qu'on essaierait de faire croire qu'ils ont vécu il y a des dizaines de millions d'années et ont disparu avant l'apparition de l'homme,
c'est plus un grand complot pour détourner les gens du message biblique. Même le coup des fossiles planqués sous terre par Satan, oui, il y a des gens qui croient ça, c'est pour soutenir la thèse de l'évolution et nier l'existence de Dieu. Comme on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est tout un tas de mécanismes complexes, multiples, motivés, et ça va bien plus loin que des gens un peu chelous qui croiraient n'importe quoi. Mais il me reste une question importante à vous poser. À vous. C'est quoi votre dinosaure préféré? Alors, le mien, bougez pas. C'est Spinosaure. Tout simplement parce que c'est le dinosaure le plus stylé de la création. Du coup, si vous répondez autre chose, vous avez automatiquement tort. Mais vous pouvez quand même essayer. Vous savez quoi? Je vais même vous filer un coup de main. Bougez pas. Triceratops, tyrannosaure, velociraptor, dilophosaure, calimimus, brachiosaure, bébé, ankylosaure, pachycéphalosaure, apatosaure, allosaure, iguanodon, deinonychus, gremlin, délon, gosmoceratops, dynamorpteur, omniraptor, ericaptor, dinosaure, diplodocus, carnotaure, brontosaure. Il existe en vrai au final. Spinosaure, Le nouveau. Drinker, Pteranodon, mosasaure, Quetzalcoatlus. Alors, eux, c'est pas des dinosaures en fait, c'est juste des reptiles qui font leur bail. D'ailleurs, c'est marrant parce que le Dimétrodon il fait partie du groupe des synapsides dont les descendants vont finir par donner les mammifères. Donc, dans un sens, il est plus proche de nous que des dinosaures. Avant de vous laisser partir, il faut que je remercie Cléo, genre 1000 fois. En plus de l'interview, elle m'a de ouf aidé à trouver des ressources, des pistes de réflexion. Et je pense sincèrement que la vidéo aurait pas pris cette tournure sans elle. Mais il faut aussi que je remercie Antonin et FL pour leur temps. Et Johan qui m'a aussi pas mal aidé sur l'histoire du créationnisme. Et mine de rien, Roger qui s'est confié à moi, même s'il verra sûrement jamais cette vidéo. N'hésitez pas à suivre tout ce petit monde sur leur réseau. Ils font tous un travail incroyable et je vous mets les liens dans les commentaires. Et si vous avez trouvé les entretiens intéressants, sachez qu'ils seront dispo en entier sur Patreon et Tipeee. Les liens ils sont aussi dans la description. Merci d'avoir regardé. Ciao.